pour les personnes de notre côté de l'océan. Et bon après-midi à vous. Donc, je m'appelle Sandrine Bourget-Lapointe. J'animerai discrètement cette discussion dans le cadre de Babelika, l'Alliance internationale de l'édition indépendante sur la littérature jeunesse. Donc, c'est une séance qui s'appelle Quelle prise de risque pour l'édition jeunesse engagée? La séance, vous l'avez vu, est enregistrée. Donc, si vous ne voulez pas mettre votre caméra, si vous ne voulez pas apparaître, mettez pas votre caméra. On va discuter avec deux maisons d'édition et une artiste qui s'auto-publie aussi et qui a publié dans plusieurs maisons d'édition. Donc, euh, la Maison d'Andelion, On ne compte pas pour du beurre et Sophie Labelle ont accepté très gentiment l'invitation. Je vais les laisser se présenter soi-même, donc ça va être plus intéressant, puis on va pouvoir vraiment entendre dans vos mots qu'est-ce que vous entendez, puis quels sont vos projets. Mais je vous lance quelques petites pistes de réflexion avant de commencer. Donc, dans le cadre d'un regroupement de l'édition indépendante, on peut vraiment réfléchir à l'indépendance comme qu'est-ce que ça ajoute à nos projets, mais aussi quelle prise de risque ça nous impose. En parlant directement de littérature jeunesse, on parle d'une forme de littérature qui est à la fois très connu, qui existe depuis plusieurs années, mais aussi qui est un peu à part dans le milieu. Si sur le plan du nombre, c'est très foisonnant, on voit un très grand nombre d'albums qui se publient par année, et sur le plan aussi économique, c'est un des champs les plus qui rapporte le plus à l'économie du livre. C'est vraiment un milieu qui fonctionne à sa façon, qui est un peu différente du reste du milieu du livre. Vous me direz si vous êtes d'accord avec moi. Quand on parle de risque pour un bien, ou même culturel, on parle souvent de quelque chose qui ne se vend pas ou qui est un risque financier. Si on pense à l'expression publier cet auteur n'est pas un risque, c'est un succès assuré. Euh, il y a plusieurs défis que les maisons qui décident de faire les choses autrement rencontrent, mais aussi plusieurs possibles qui s'ouvrent quand on sort des grandes maisons d'édition. Donc, c'est un peu de tous ces aspects-là qu'on a envie de parler avec vous aujourd'hui sous l'invitation des éditions Bandelion. Donc, en quelques mots, en commençant peut-être par Lila des éditions Dandelion, vu que c'est toi qui as lancé l'invitation, est-ce que tu peux nous parler du projet de Dandelion, sa mission et son espace d'engagement? Oui, bonjour tout le monde. Juste petite rectification, c'est vraiment sous l'invitation là, du Salon Babylika là, qu'on s'est mis ensemble pour mettre sur pied la table ronde. Là. Mais oui, merci beaucoup pour ton introduction, Sandrine. Oui, donc pour présenter un peu, ben moi je suis éditrice chez Dandelion depuis près de 3 ans maintenant. Puis Dandelion, donc, est une maison indépendante dite engagée au Québec, surtout dans sa prise de position féministe. Donc, c'est vraiment un projet qui a été fondé pour répondre à un besoin de diversifier la littérature jeunesse, puis de la décloisonner aussi. Donc, je dirais que la mission, puis le projet de Dandelion euh, n'est pas nécessairement seulement de venir diversifier euh, au niveau de la représentation, mais aussi ce qui se trouve derrière les pages. Donc, faire les choses autrement, autant dans la structure au BNL que dans les artistes avec qui on travaille. Donc, je dirais que la prise de position se situe aussi au niveau structurel, puis au niveau des valeurs internes de l'organisme. Puis, ouais, la façon dont on fonctionne aussi également, tu sais, on tend plus vers l'édition lente. Euh, on essaie de résister un peu à ces injonctions là, commerciales, puis exactement, là, de suivre plus
les visions des artistes plutôt que les injonctions des ventes. Puis notre c'est-à-dire que notre structure OBNL nous permet ça aussi, je dirais. Donc, c'est toujours de jouer entre ce que c'est ça, comme tu l'as très bien nommé, ce que ça nous coûte, puis ce que nous, on y gagne aussi, là, en termes de, quand on parle de risque artistique, là, comme tu dis, on en gagne beaucoup quand même de terrain en étant indépendante à ce niveau-là. Oui, donc du côté de la France, avec Cyril On ne compte pas pour du beurre, veux-tu nous en parler un peu? Oui, bah donc voilà, moi je m'appelle Cyril, je suis étudiante en lettres et en édition et donc je suis en stage en ce moment chez Mon Compte Pas pour du beurre, j'y étais déjà l'année dernière aussi. Et donc Mon Compte Pas pour du beurre, donc c'est une maison d'édition jeunesse inclusive et engagée, un peu comme dans De Lyon. Nous, notre but vraiment, c'est de représenter les personnages qui sont trop souvent absents de la littérature jeunesse, mais sans faire de la pédagogie et en gardant des histoires très joyeuses pour les enfants. Donc en fait, à l'origine, les deux fondatrices de la maison d'édition n'étaient pas du tout dans ce monde-là. C'était simplement deux mamans d'une petite fille qui ont cherché des livres en fait avec des familles qui les représentaient et qui les ont pas trouvés. Donc elles se sont dit qu'elles allaient les faire elles-mêmes. Et donc voilà, on est parti de ce constat-là. Et donc voilà, à l'origine, c'était surtout le manque de représentation des familles homoparentales, mais donc ça s'étend aussi aux personnages, par exemple, qui ne sont pas blancs, queer en général, neuroatypiques avec différents handicaps, etc. Et donc voilà, nous, notre conviction vraiment, c'est que on n'est pas là pour faire de la pédagogie ou pour expliquer, mais simplement pour rendre visibles ces personnages-là, pour les faire exister euh, et pour permettre à tous les enfants et à toutes les familles de se sentir représentés, voilà, et sans que ce soit, sans qu'une prétendue différence ne soit le sujet de l'histoire, en gardant, comme je disais, voilà, des histoires très joyeuses et, voilà, pour les enfants. Super, merci. Et Sophie, de ton côté, qu'est-ce que tu fais? Oui, bon, de mon côté, j'habite en Finlande, donc c'est pour ça que je suis dehors présentement. C'est la première journée où il fait soleil depuis plusieurs semaines. De mon côté, j'ai commencé à faire de l'auto-édition un peu après avoir débuté mon webcomic Assigné Garçon en 2014. Et bon, en 2014, il n'y avait pas vraiment de maison d'édition qui s'affichait comme étant inclusive par rapport aux enjeux trans. Et mon webcomic, l'idée derrière le webcomic, c'était de créer une bande dessinée qui s'adresse d'abord et avant tout aux personnes trans et non conformes dans le genre. Donc, un public très ciblé. Et puisque j'avais pas l'impression qu'il y avait de place dans le marché pour des livres qui s'adressaient d'abord et avant tout aux personnes trans et non conformes dans le genre, j'ai décidé de me lancer dans l'auto-édition. Et puisque mon travail était d'abord sur Internet, ça me permettait de cibler beaucoup plus précisément mon audience, mon audience cible. Et donc, c'était très peu pertinent pour moi que mon travail se retrouve en librairie à ce moment-là. Donc, c'est pour ça que j'ai commencé à faire la démarche pour faire de l'auto-édition et j'ai trouvé énormément de succès là-dedans. Donc, c'est comme ça que j'ai continué à faire ça. D'ailleurs, ça m'a éventuellement amené à travailler avec les éditions d'Anne de Lyon. Et donc, ça a été une très belle expérience. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé, comme quand tu disais, Lila, qu'on faisait comment t'as appelé ça? Juste slow édition dans ma tête. Ah, Bref. Hollande, ouais. Ouais. Hmm. Bref, c'est ce que je fais. Super. Merci. Donc, vraiment, tu as expérimenté aussi dans des plus grosses structures d'édition aussi. Oui, la version anglaise de ma collection de bandes dessinées a été publiée chez Hachette.
Mhm. Donc, ça m'a vraiment permis de toucher un peu à plein de choses. Quand je fais des tournées sur différents continents, des tournées où est-ce que je suis invitée à parler de mon travail, c'est très pratique d'avoir une grosse maison d'édition derrière moi, comme ça, qui a des stocks de mon livre un peu partout, plutôt que bon, quand je faisais surtout de l'auto-édition, c'était de trimballer mes propres livres partout où j'allais. Donc, ça m'a fait des muscles. Oui. Est-ce que selon vous, la littérature jeunesse, j'ai écrit peut être politique, mais aussi doit être politique ou inclusive? Est-ce que vous voyez votre posture un peu, votre posture engagée comme une prise de risque ou comme une force? Vous pouvez y aller quand vous avez des idées, là, pas besoin de respecter l'ordre de tantôt. Bah, moi, je pense que, en fait, finalement, quoi qu'on fasse, la littérature jeunesse, elle est forcément politique. C'est-à-dire que euh, la neutralité politique, dans les médias par exemple, mais aussi enfin, dans ce secteur particulièrement donc, qui s'adresse à un jeune public, donc c'est assez particulier quand même, on a souvent voilà, cette prétendue neutralité. Mais en fait, elle est souvent illusoire puisque bah, on est dans une société qui est patriarcale, qui est aussi homophobe, transphobe, raciste, etc. Et donc, en fait, être dans la passivité, c'est déjà une forme de complicité, même si elle n'est pas forcément consciente. Et donc, je pense qu'en fait, il faut forcément être dans une démarche active, proposer des nouveaux récits, des nouveaux personnages. euh, et que voilà, si on ne se pose pas la question, par exemple, des personnages non blancs dans les albums, sans être forcément dans un refus conscient et vraiment actif de ces personnages-là, et bien malgré tout, on va continuer à n'avoir que des personnages blancs. Et donc en fait, même sans en avoir conscience, on continue à soutenir et à alimenter ce système et la disparité dans les représentations. Donc voilà, je pense que de toute façon, c'est politique et, et donc oui, on a besoin, il y a une nécessité et vraiment une urgence à cette littérature jeunesse particulièrement engagée et donc oui, surtout en jeunesse, parce que bah, c'est un moment fondamental aussi de la socialisation, dans la construction de soi, dans l'intégration des normes et de se positionner aussi par rapport aux rapports de force qui existent dans la société. Et donc oui, c'est là vraiment, je pense qu'il faut travailler si on veut pouvoir avoir des adultes qui sont tolérants envers les autres, envers eux-mêmes aussi, éviter tous les problèmes de, je sais pas, d'homophobie intériorisée, par exemple. Enfin voilà, je sais pas si vous voulez rebondir. En tant que femme trans, nécessairement, tout ce que je fais apparaît comme étant politique à plusieurs personnes, même que alors que mon principal travail dans les dernières 10 années a été de dessiner, de faire de la bande dessinée, d'écrire des romans. Euh, Lorsqu'il y a des articles à propos de mon travail, on va toujours m'introduire comme étant une activiste d'abord et avant tout, alors que moi, je suis au milieu de la forêt et j'écris des livres. Donc, disons que le côté activiste passe par mon crayon. Mais, euh, mais oui, donc, comme Cyril disait, j'abonde dans le même sens par rapport au fait que tous les choix qu'on fait lorsqu'on écrit, que ce soit pour la littérature jeunesse ou n'importe quoi, en fait, tous les choix qu'on fait vont avoir des répercussions, c'est-à-dire que on a donné l'exemple des personnages non blancs, mais également, je pense beaucoup aux personnages euh, qui sont euh, handicapés ou qui sont gros ou euh, qui ont des particularités que si on ne les inclut pas, eh bien, elles seront juste jamais présentes parce que je me souviens quand je commençais à écrire en 2014, on me disait, oui, bon, est-ce que ça vaut la peine de mentionner que ces personnages-là sont trans ou non conformes dans le genre? Et ce qui arrive, c'est que si on ne le mentionne pas, si on ne l'ajoute pas, si on ne met pas l'emphase dessus, eh bien, il n'y aura juste jamais de personnages qui sortent de la norme. Mhm. Ouais. Ouais. Ben, j'abonde aussi dans vos sens.
ça sera pas très houleux. Mais dans le fond, tantôt, il y a quelque chose. Ah, excuse-moi, avais-tu envie d'ajouter quelque Ouais, chose? ben j'allais rajouter quelque chose, Ok, mais vas-y. oui, ben au-delà de la question de la représentation aussi, je trouve que en fait, c'est ça, c'est vraiment euh, tout ce qui est politique où il y a tout un pan de la vie sociale qui est vraiment occulté là, dans les livres. Donc, tu sais, on voit très peu de. Par exemple, on parle pas des prisons, on parle pas beaucoup de pauvreté dans les livres. Il y a plein de choses de la vie sociale qui sont pas intégrées, je trouve, euh, puis qui empêchent les enfants de se poser des questions sur ça. C'est comme si ça existait simplement pas dans les livres. On veut juste pas montrer certaines choses. Puis parce que c'est associé à des débats, à des remises en question de la société, etc. Et puis, mais c'est ça, fait qu'au-delà de la représentation, je pense que c'est ça, tout ce qui est associé aux questions politiques ou à juste à, c'est ça, une remise en question pour les enfants euh, est vraiment contournée habilement en jeunesse. Donc, je pense que c'est important aussi de se poser la question de ce qu'on montre pas, puis voilà. Avez-vous l'impression que c'est c'est peut-être large comme question, là, mais comme que ça serait tous les sujets qui pourraient être discutés, mais c'est la manière, dans le fond, qu'on veut le faire. Tantôt, Cyril, tu mentionnais la question de on veut pas être trop pédagogique. Euh, Comment justement, tu sais, vous réfléchissez la façon de donner quelques informations, parce que je pense par exemple aux questions autochtones au Québec, et on a souvent besoin d'en apprendre un peu plus sur l'histoire coloniale pour comprendre justement certaines réalités. Fait que des fois, il y a un peu de connaissances qu'on doit transmettre pour pouvoir ensuite raconter l'histoire plus facilement. Fait que comment vous jonglez justement avec cette méthode euh, ben pas cette méthode, mais cette manière de parler de sujets qui sont rarement discutés en littérature jeunesse ou même aux enfants à la télévision. Ouais. C'est vrai que nous, notre position, c'est de ne pas faire de la pédagogie et de ne pas être dans une démarche didactique. Mais enfin, on pense pas pour autant que ce soit inutile. C'est juste que nous, c'est pas ce qu'on a envie de faire. Parce qu'en fait, on a constaté aussi que souvent, par exemple, je sais pas, des livres avec des familles homoparentales, euh, les rares livres qui existent sur ces sujets-là, c'est souvent un personnage qui est sous-entendu en fait hétéro, qui est dans une famille hétéroparentale, etc., dite normale, qui va avoir un regard extérieur sur d'autres familles que la sienne, sur l'autre avec un grand A. Donc voilà, dans une démarche d'explication, etc. Et nous, c'est pas vraiment ce qu'on a envie de faire. Justement, on veut proposer des histoires euh, qui qui ne ramènent pas le personnage en fait à une caractéristique qui va l'essentialiser que ce soit sa queerness ou son handicap, sa couleur de peau, etc. On veut proposer des histoires où ces personnages vivent des aventures comme en fait n'importe quel autre personnage dans n'importe quel autre livre jeunesse. Mais après, c'est sûr que c'est aussi intéressant, enfin, comme tu disais, pour le cas des populations natives au Québec, etc. Bon, c'est vrai que nous, c'est pas une question qu'on on a spécialement en France. Enfin, c'est un sujet assez particulier, mais enfin, c'est aussi des choses qui sont nécessaires. C'est juste que bah, on a encore une petite maison d'édition aussi, en grande partie bénévole, et on peut pas être sur tous les fronts. Donc nous, on choisit cet axe-là. Et d'ailleurs, souvent, enfin, quand on répond négativement à des manuscrits parce que justement ils ont cette approche pédagogique, bah, on les renvoie vers d'autres maisons qui, elles, choisissent cet angle-là. Est-ce que vous aviez sur la manière de raconter, est-ce que ça se fait à l'extérieur du livre? Est-ce que ça se fait à l'intérieur du livre? Est-ce que on, pour les questions trans, est-ce qu'on a dépassé ça, dans le fond, d'avoir à expliquer ou qu'est-ce que tu en penses, Sophie?
Oui, bon, j'ai souvent l'impression que chaque fois qu'il y a un personnage trans qui apparaît dans une histoire fictive, ça se transforme, l'histoire va se transformer soudainement en documentaire sur la vie sauvage. Hein? Euh, et ça change lentement. Il y a de plus en plus de matériel où est-ce que les personnages trans font simplement partie de l'histoire sans que l'histoire tourne autour du fait que ces personnages-là soient trans. Mais ça demeure encore des exceptions. Et c'est certain que j'avais ça en tête énormément lorsque j'ai créé mes histoires. Toutefois, euh, l'aspect pédagogique de mon travail, surtout dans le but euh, de donner des histoires du matériel aux personnes trans elles-mêmes pour pouvoir faire face à la transphobie ordinaire de tous les jours. Parce que, bon, en même temps, surtout dans les derniers mois, j'ai l'impression que c'est rendu très difficile d'être trans sans devoir faire un travail constant d'éducation autour de nous. Et c'est quelque chose que j'ai vu très fréquemment chez les jeunes trans que je côtoie, qui doivent se transformer en pédagogues, euh, doivent, euh, doivent enseigner à leurs parents, à tous les gens autour d'eux, ce que c'est que d'être trans. Et ça peut devenir euh, très affligeant, très drainant pour plusieurs personnes. Et et j'ai essayé souvent de faire en sorte que mon travail puisse permettre aux gens de prendre une pause, de plus avoir à éduquer les gens autour d'eux. Donc, c'est sûr que cet aspect-là à mon travail, mais j'ai toujours tenté d'éviter qu'il y ait une intention pédagogique derrière ce travail-là, puisque c'est vraiment tout ce qui est possible de trouver sur les personnes trans. Mhm. Puis autant quand, tu sais, je pense qu'il y a une question de à qui on s'adresse, mais aussi comme quand dans ton projet d'auto-édition, tu nommais tantôt une intention de parler directement aux communautés trans, mais aussi et aux personnes trans, leur donner un répit, hein, comme, comme tu mentionnes là. Mais quand tu vas publier, mettons, dans des plus grandes maisons d'édition, comme je pense à tes romans jeunesse, peut-être chez Urtubise, est-ce on t'a demandé justement, est-ce que tu peux dire deux, trois mots ou faire un Oui. travail pour parler au grand public? Ben, l'idée, c'était moins de parler à un plus grand public que, bon, quand j'ai publié mes romans jeunesse chez Urtubis, qui est une maison d'édition grand public au Québec, on m'a un peu donné carte blanche. On m'a dit qu'est-ce que tu as envie de faire. Et bon, ça, c'était en 2016, en 2017. Et il n'y avait absolument aucun roman jeunesse au Québec qui avait simplement des personnages trans sans que leur transitude soit le cœur de l'histoire, leur coming out ou quoi que ce soit. Donc, l'idée, c'était vraiment d'écrire une histoire au complet qui tournait pas autour de ça. Et à travers ces trois romans-là que j'ai publiés chez Urtubis, un quatrième le mois prochain, d'ailleurs. Ça a vraiment ça m'a donné une impression de luxe que mes personnages aient justement l'opportunité d'avoir des défis dans leur quotidien qui avaient aucun lien avec leur transitude. Ça a vraiment fait partie de mon travail de guérison auprès euh,
de mon vraiment de mon expérience. Ouais. Ah ben en tout cas, ça me réjouit d'entendre qu'au moins si ça a été un travail de plus, quand même, d'essayer, ou un risque d'essayer d'aller chercher un plus grand public, ben, que ça peut guérir quelque chose. Lila, est-ce que par rapport à la manière de raconter, tu avais quelque chose à ajouter? Oui, ben, je pense avoir vu une main levée quelque part. Je sais Oui, je pensais la prendre après ta réponse, ouais. pas. J'étais juste pas sûre si tu voyais tout le monde. Euh, oui, ben en fait, c'est ça. Nous, chez Dans de Lyon, on a des ouvrages d'éducation à la sexualité. Euh, donc, on a Sexe drôle de mots, qui est une traduction, puis De quoi sont faits les bébés. Donc, on fait un peu les deux. Mais évidemment, tu sais, je pense que c'est aussi par rapport à la question de la posture, nous, ça ne nous viendrait jamais à l'idée de demander à quelqu'un, de demander à une personne trans de s'expliquer, puis tu sais, évidemment, d'expliquer la transidentité. Fait que c'est vraiment comme par rapport à la démarche des artistes aussi, tu sais, les personnes qui ont écrit les livres d'éducation à la sexualité, c'est aussi leur profession. Donc, mais ben, je pense que chez Dans de Lyon, tu sais, on croit que les deux sont nécessaires encore. Mais effectivement, tu sais, comme le nomme Cyril, on peut pas être sur tous les fronts. Puis il faut aussi choisir ses projets. Puis tu sais, effectivement, que je pense que la fiction, c'est aussi un outil extrêmement fort pour éduquer. Puis que ça n'a pas nécessairement besoin de passer par le documentaire non plus, là. Euh, ouais, mais je pense pas non plus qu'on a dépassé le stade où, euh, où on doit quand même expliquer certaines choses. Mais c'est ça. Mais une des façons que je trouve intéressante, c'est que ben, Sophie, justement, dans ton œuvre, toi-même, euh, je te tutoie. euh, Euh, ben en fait, tu mets en scène des personnages ben, qui abordent la question de devoir toujours s'expliquer. Puis, fait que d'une certaine façon, c'est ça, c'est de l'éducation aussi. Euh, puis, je trouve ça intéressant la façon dont tu mets en scène euh, ces moments où, par exemple, des personnes trans se font poser des questions. Puis bon, là, on voit aussi que il y a une grosse fatigue qui est liée à ça. Puis fait que, c'est des choses que tu abordes aussi dans ton travail, puis euh, qui font réfléchir sur la façon dont on doit s'éduquer aussi. Mhm. Si je peux juste réagir à ça rapidement, j'ai toujours trouvé ça très particulier comment est-ce que une grosse partie de mon travail, je réponds activement pas aux questions. Les personnages se font poser des questions intrusives ou privées ou quoi que ce soit. Et les personnages ne vont pas y répondre. Et la réaction des gens a souvent été de me dire, oh, merci de prendre le temps pour nous éduquer, pour éduquer les personnes cisgenres. Alors que, bon, je crois que c'est surtout que plusieurs communautés marginalisées vont être d'accord que très souvent, lorsqu'on on est mis en scène, euh, ça va être avec cette intention pédagogique-là et les gens vont jamais avoir l'opportunité de se faire dire que leurs questions sont terribles, sont oppressives ou sont objectifiantes. Mhm. Tout à fait. Nadia, est-ce que vous aviez encore une question? Oui, Oui, oui. allez. Bonjour tout le monde. Moi, ma question, c'est de savoir quelle est la place de ce genre de livre dans les écoles et comment ils sont accueillis, que ce soit par les enseignants ou par les parents eux-mêmes, hein, parce que c'est les parents qui posent problème assez souvent. Voilà, merci. Donc, sur la réception, spécifiquement dans les écoles, est-ce que vous avez accès à ces informations-là, Cyril, de ton côté?
Alors spécifiquement dans les écoles, je sais pas, mais en tout cas, enfin, ce que je peux dire, c'est que effectivement la réception, enfin, je pense que ça fait partie des risques. Enfin, c'est un point que je voulais aborder justement, puisque bah, il y a évidemment un risque financier, enfin, on pourrait y revenir, mais il y a aussi, je pense, tout un risque émotionnel, on pourrait dire, puisqu'en fait, on a des réactions assez violentes, parfois de la part, effectivement, de libraires, de bibliothécaires, d'enseignants aussi, j'imagine, même si bah, moi, j'y ai pas été confrontée directement, mais en tout cas, enfin, oui, nous, on, on travaille à ce que les livres arrivent dans des bibliothèques. Je sais que les deux autres éditrices font aussi euh, des ateliers dans les écoles avec les enfants autour bah, des albums, avec, enfin, voilà, des discussions. Et donc, d'ailleurs, ça peut être aussi le moment de faire justement ce travail un peu de pédagogie Mhm. autour du livre qui, lui, n'en fait pas. Euh, mais voilà, enfin, ça peut être en tout cas un vrai risque. Enfin, je sais que moi, j'ai eu des réactions très violentes, et ça fait pas très longtemps que je suis là, mais enfin, déjà plusieurs fois, par exemple, l'année dernière, je faisais de la surdiffusion en librairie, je faisais un peu la tournée des librairies avec le catalogue pour présenter la maison. Et donc, bah, je présente un peu comme je vous l'ai fait tout à l'heure, on ne compte pas pour du beurre, en disant que donc, on cherche à représenter les personnages trop souvent absents de la littérature, les personnages queer, les personnages, enfin les familles homoparentales, les personnages non blancs, etc., les personnages trans. Et le libraire me coupe et me dit les pédophiles, en poursuivant la liste que j'avais fait. Donc, enfin, vraiment, voilà, je vous laisse imaginer enfin, la violence de cette réaction. Enfin, moi, vraiment, j'étais sans voix dans la librairie. Donc, voilà, on a vraiment des. C'est un risque aussi à prendre en compte, euh, surtout que ben, on est aussi des personnes concernées par les sujets qu'on défend. Et oui, voilà, ça peut être vraiment des choses très difficiles à vivre. Et ah oui, enfin, il faut trouver aussi un équilibre entre des espaces, pardon, des espaces un peu safe où on va se sentir entouré de soutien et ces espaces plus difficiles où il faut aussi aller parce que ça montre aussi, enfin ce que je me suis dit moi quand j'ai vécu ça, c'est que ça montre aussi que ce travail il est nécessaire parce que euh, bah, c'est pas encore une évidence pour tout le monde et voilà, ça provoque des, des tensions, des réticences. Enfin voilà, je sais pas si. Donc, le livre n'existe pas seulement en lui-même, mais à travers la médiation, puis à travers la façon dont il est présenté. Mais ça fait le lien aussi sur toute la question suivante que je vous ai proposée, de justement quels sont les risques de votre prise de position, mais aussi de de se présenter comme une maison d'édition euh, inclusive ou qui parle de certains enjeux qui sont plus des fois polémiques. Euh, Lila, est-ce que tu avais une réponse de ce côté-ci? Oui, ben, en fait, nous, à ce niveau-là, ça se passe, somme toute, assez bien. Je pense que euh, le fait que les gens connaissent peut-être moins la structure de la chaîne du livre, les maisons d'édition, nous, on se retrouve un peu plus à l'arrière-scène. Donc, je dirais que nous, ça se passe vraiment bien. On n'a pas euh, par chance, on n'a pas de commentaires vraiment qui nous arrivent directement. Fait que je pense que justement, c'est plus les artistes qui ont leur nom sur le livre, qui sont des figures publiques comme Sophie Labelle ou qui s'exposent à ces risques-là. Euh, ben, du moins, en fait, au Québec, je pense que euh, on est encore à l'heure actuelle. Je pense que les gens connaissent pas assez, le lien n'est pas assez direct avec la maison d'édition pour que ça nous atteigne. Mais oui, c'est ça. Nous, c'est plus. Ben, je passerais peut-être le flambeau à Sophie pour répondre à cette question. En fait, je suis surprise que vous n'ayez pas reçu plus de messages haineux à Dents de Lion par rapport à la publication de mon livre. Parce que plusieurs de mes autres maisons d'édition ont définitivement reçu plusieurs messages. Bon, il faut dire que ces autres maisons d'édition-là sont anglophones également et c'est quand même une autre paire de manches de publier des artistes trans en anglais, puisque, bon,
ça a une portée beaucoup plus internationale nécessairement. Par exemple, le roman dont je parlais tout à l'heure chez Urtubise s'est retrouvé sur une liste de livres bannis au Texas, dont un élu républicain a fait la compilation et mon livre s'est retrouvé interdit dans énormément de commissions scolaires et c'est quand même assez incroyable de vivre ça, de se retrouver justement parmi toutes sortes d'ouvrages. Et, euh, et bon, moi personnellement, puisque mon public cible est très niché, je vais souvent être en contact directement ça c'est par rapport à mon travail d'auto-édition, je vais être en rapport direct avec le personnel enseignant. Donc, ça va être des enseignants, des enseignantes ou des administrateurs, des administratrices des écoles qui vont m'envoyer un message pour que je leur envoie les livres, par exemple. Donc, ça me permet justement de contourner le problème en m'assurant que mes livres soient entre de bonnes mains de cette manière-là. Donc, par contre, il y a l'obstacle du budget auquel les écoles ont accès, c'est-à-dire que très souvent, le personnel enseignant ne va pas avoir beaucoup d'argent pour acheter des nouveaux livres. Et donc ouais, ça a toujours été un enjeu très fort, surtout lorsqu'on parle d'enjeux spécifiques comme par exemple les enjeux trans. Si on veut que du matériel soit dans les écoles, il faut souvent ne pas s'attendre à ce que ça rapporte beaucoup d'argent nécessairement. Donc, j'ai déjà fait des levées de fonds dans le passé pour spécifiquement envoyer des livres dans les écoles. Donc ouais, ça va comme ça va, disons. Et je nous souhaite que du bon, surtout au Québec avec les tensions qu'on voit présentement dans la rue. Si vous n'êtes pas au courant, il y a 2 jours, il y a eu 77 manifestations anti-trans à travers le Canada. Donc, on voit les répercussions de ça dans les écoles, entre autres, surtout avec des personnages politiques qui instrumentalisent les jeunes trans dans les écoles ou même les enseignants trans dans les écoles pour des gains politiques. Donc, c'est pas trop reluisant de ce côté-là. Non, il y a clairement encore beaucoup de travail à faire, puis de questions ben, à se poser en tant que maison d'édition aussi, à voir ben, comment faire en sorte que la charge ne repose pas seulement sur nos auteurs minorisés. Des fois, quand, pour ces réactions ou ces risques-là, justement, qui viennent de l'extérieur dans la réception. Fait que, Je veux bien rebondir sur ce que disait Sophie sur les financements. vas-y, oui, oui. Ouais, un des gros risques quand même, c'est aussi un risque financier, enfin de rentabilité, bah, tout simplement de fermer parce que on n'est plus assez rentable. Enfin, On compte pas pour du beurre, c'est une maison qui est en très grande partie bénévole. Euh, et oui, c'est un modèle économique assez fragile. On survit principalement, pas pour tout, mais en grande partie en tout cas grâce à comment ça s'appelle, pardon, des aides de l'État, de la DILCRA par exemple, enfin voilà ce genre Ouais. de choses. Euh, Puisque en fait, par exemple, il y a un chiffre que j'ai trouvé hyper parlant, c'est que en France, en tout cas, si on met un personnage noir sur la couverture, le livre va se vendre en moyenne 2 fois moins bien que si c'était pas le cas. Donc en fait, il y a vraiment oui, un vrai risque financier. Enfin, ça bloque vraiment à tous les niveaux.
même par exemple avec les personnages LGBT, enfin, ça provoque des tensions, une frilosité en fait des grands éditeurs. C'est pour ça aussi qu'on voit très peu de, de livres inclusifs entre guillemets dans l'édition un peu mainstream, mais des libraires, des bibliothécaires. Enfin, je sais que par exemple, nous, on a souvent sur les salons des bibliothécaires ou des libraires qui viennent nous voir, qui nous disent, on adore ce que vous faites, on voudrait acheter vos livres, etc. Mais on n'ose pas demander au supérieur hiérarchique ou alors enfin, on lui a demandé et c'est pas possible, ça bloque. Voilà, donc enfin, il y a tout ce risque aussi financier où en fait, en abordant frontalement ces sujets-là, et ben, on prend le risque tout simplement de vendre moins bien le livre. Par exemple, un exemple très concret, nous, on a publié un livre qui s'appelle L'amoureuse de Simone. Je vous montre. C'est voilà, c'est ça. Donc le titre laisse peu de doute quant au contenu. Il y a deux héroïnes noires sur la couverture. Et ce livre, par exemple, au placement en librairie, on en a eu seulement 150 qui ont été pris par les maisons, alors que, par exemple, un autre livre qu'on a publié un peu après, Patatouille, vous voyez, c'est, on va dire, juste, entre guillemets, un album antisexiste. Il y a un petit garçon qui est blanc sur la couverture. Voilà, on va dire que c'est un sujet un peu moins polémique, entre guillemets. Là, il y en a eu 500 dans les librairies au lancement, donc c'est vraiment une différence qui est pas négligeable. Et surtout, en fait, ce qui est hallucinant et un peu triste, c'est que au final, L'amoureuse de Simone, c'est un de nos livres qui s'est le plus vendu. Mais donc, ça montre bien que en fait, le public, il est là derrière, c'est juste qu'il y a... Oui, tout est freiné à tous les stades de la chaîne. Euh, et en fait, c'est une espèce de cercle vicieux, puisque du coup, on ne met pas en valeur ces personnages, donc ils se vendent moins, donc on veut moins les mettre en valeur, etc. Et donc, il faut à un moment bah, prendre ce risque justement financier, qui est assez important pour des petites maisons comme nous, pour briser ce cercle vicieux, quoi. C'est des chiffres vraiment très parlants hein, que tu nous donnes là. Sur le plan du financement, Lila, j'imagine que tu as des choses. Oui, ben, en fait, ben, je trouve ça super intéressant ce que tu dis. Puis aussi, en fait, c'est ça, on peut dire que, comme tu dis, le public est derrière. Donc, c'est vraiment, en fait, euh, on voit quand même que comme tu dis, on voit où est-ce que ça bloque. Je trouve ça super intéressant. Puis, ben en fait, c'est ça, nous, le modèle est un peu différent au Québec parce que c'est un marché artificiel. Donc, la plupart des maisons d'édition sont subventionnées. En fait, les maisons d'édition sont subventionnées, euh, principalement vivent des subventions. Et puis, ben, je dirais que ça, effectivement, que ça a un impact réel sur les choix éditoriaux qu'on fait. Puis, quand on a commencé, quand la maison d'édition a commencé avec les fondatrices, Stéphanie Barahona et Rachel Arsenault, il y a 5 ans de ça, je les nomme parce que je les avais oubliés au début. Euh, il y a vraiment eu il y avait vraiment un besoin, selon elle, pour une plus grande représentation. C'était très, très blanc. Il y avait très peu de représentation des personnages LGBT+. Puis, euh, en fait, je trouve que dans les dernières 5 ans, on a vraiment vu un changement à ce niveau-là. Puis, c'est sûr qu'il y a eu une prise de position. Il y a des choses qui ont changé du côté des conseils des arts, du côté des cahiers des charges. Donc, il y a des incitatifs aussi à publier plus de diversité, à faire de la place à la diversité, autant dans les livres que dans les artistes. Donc, c'est sûr que nous, il y a des prises de risque à ce niveau-là. Euh, Parce que, évidemment, quand on va vers des auteurismes moins connus ou vers des sujets plus nichés, effectivement, il y aura moins de ventes ou ça va être plus difficile, mais il y a aussi toute la question de comment les subventionnaires peuvent donner forme à puis faire émerger aussi plus, ben, en fait, ont vraiment un impact sur ce qui se publie puis ce qu'on retrouve sur les tablettes, là. Mais Hmm. c'est vrai que c'est intéressant la question pardon, des autoristes moins connus. Enfin, je sais que, enfin, voilà, chez Ne compte pas pour du beurre, un autre engagement et une autre, bah, du coup, il y a un autre endroit de prise de risque, comme tu disais, Lila, c'est que bah, on veut vraiment travailler avec des autoristes, des illustrateuristes qui sont concernés par les sujets qu'elles abordent.
Euh, et donc, effectivement, là aussi, c'est une prise de risque financière parce que enfin, c'est des personnes qui subissent aussi des discriminations sur le marché du travail. Donc, bah, du coup, oui, qui sont moins connues, qui seraient pas forcément contactées par d'autres maisons plus grosses. Euh, et donc voilà, enfin, il y a tout ce travail déjà de recherche. Pareil, encore un exemple assez concret pour L'amoureuse de Simone. On avait le texte et on voulait une illustratrice ou un illustrateur noir pour avoir des personnages non blancs. Et enfin voilà, qui soient concernés par ce qu'elle représentait. Et donc, on a tapé très bêtement hein, dans Google illustratrice noire. Et là, en fait, c'est dingue, mais en fait, le choix se réduit drastiquement parce que c'est des personnes qui ne sont pas connues, parce qu'elles ne vont pas être contactées, parce qu'elles sont discriminées à l'embauche, etc. Donc, on a eu une quinzaine de résultats et on a trouvé Amélie Anne Calmou ensuite qui fait un travail magnifique. Mais donc, c'est aussi voilà, enfin, on prend ce risque à travailler avec des gens qui sont moins connus parce qu'ils sont rejetés dans des maisons plus importantes. Et donc voilà, c'est un autre point de risque, entre guillemets. Mhm. Puis ces incitatifs-là, justement, peuvent mener aussi à de l'instrumentalisation, ce qui vient comme faire en sorte mais que oui, il va y avoir peut-être plus de gens qui vont parler de certains sujets ou qui vont publier des, des auteurs-autrices, mais qui ne sauront pas comment les défendre ou qui ne sauront pas comment, qui vont faire des, des faux pas incroyables, puis ça peut être aussi un autre risque, mais dans les activités de médiation ou même les événements auxquels vous participez, est-ce que votre posture influe? T'en as un peu parlé tantôt, Cyril, quand tu disais on va rencontrer les libraires, mais est-ce que justement ce- cette posture-là comme vous guide vers certains événements ou vous porte à pas aller à certains événements plus mainstream ou Enfin, je pense qu'en fait, on essaie vraiment de trouver un équilibre, enfin, comme je disais tout à l'heure, entre des événements safe, on va dire. Enfin, on sait que on partage des positionnements politiques avec les autres participants, participantes, euh, et d'autres espaces plus mainstream, effectivement, comme tu dis, où on sait que on risque d'être moins bien accueillis, d'avoir effectivement ces expériences de violence. Enfin, oui, c'est déjà arrivé sur des salons, des choses assez oui, violentes de la part de personnes qui passent, ou, enfin voilà. Euh, et donc oui, il y a vraiment, je pense, un équilibre à trouver pour tout simplement pour pouvoir continuer à tenir ses engagements, puisque bah, il faut pas s'épuiser. Enfin, enfin, je pense que la question du burn-out militant aussi, c'est un vrai sujet. Enfin, oui, comme je disais, ça peut être très très violent comme enfin, certaines interactions, et donc il faut aussi se protéger tout en, enfin, et pour en fait avoir après la force, on va dire, de continuer à aller dans des espaces où on sait que ça va être plus compliqué, où ça va générer plus de tension. Enfin voilà, trouver un équilibre entre oui, de la joie militante d'un côté et aller un peu au front, on va dire, rencontrer oui, des gens avec qui on sait que ça va être plus difficile, mais en même temps c'est nécessaire parce que bah, c'est là justement qu'on a besoin Mhm. de rentrer un peu dans le vif du sujet, quoi. Sophie, j'imagine que ça influe sur les choix où tu vas et Et en fait, ce qui influence énormément les endroits où je vais, ça va être beaucoup plus par rapport à l'aspect auto-édité de mon travail. Mhm. C'est-à-dire que ça a pas trop de place dans les grands salons du livre ou dans dans les foires du livre ailleurs. Et il y a très peu de place qui va être donnée justement à l'auto-édition si on ne fait pas partie des grands circuits. Je serais curieuse d'entendre, on compte pas pour du beurre, par rapport à ça, puisque euh, c'est pas une maison d'édition traditionnelle. Si vous avez des difficultés à avoir euh, des espaces dans les circuits plus
euh, corporatif, si on peut dire, parce que en tant qu'artiste, surtout auto-édité, je vois beaucoup de difficultés par rapport à ça. Bah, effectivement, enfin, je trouve qu'on est souvent invité dans des salons euh, qui ont déjà, on va dire, le label un peu inclusif, enfin, qui recherchent spécifiquement. Euh, voilà, mais du coup, c'est pas nécessairement des salons du livre. En fait, ça va être des choses aussi où il y a des illustratrices, où il y a des associations sportives inclusives, par exemple. Enfin, c'est un peu plus large. Mais après, bah, on essaye quand même de se faire une place, on va dire, je pense, dans des salons plus mainstream. Enfin, oui, à côté de plus gros poissons de l'édition. Enfin, je sais pas trop comment dire, mais il y a un peu, oui, cet équilibre à trouver. Et parce que, enfin, on pense quand même que c'est important d'être dans ces espaces-là, enfin, pour toucher un public plus large et qui n'a pas forcément l'habitude de ces questions enfin, voilà. Je sais pas ce que tu en penses, Lila. Oui, ben effectivement. Puis ben, je trouve aussi notre rôle, justement, en tant que maison d'édition engagée, c'est aussi un peu de jouer un espèce de filtre entre, entre les artistes puis ben, les événements, le public, etc. Fait que, tu sais, évidemment que, tu sais, au fil du temps, on connaît mieux les différents salons aussi, puis les différents événements. Mais, euh, mais oui, eh ben, au Québec, en tout cas, déjà, les salons du livre et tout coûtent extrêmement cher. Donc, déjà, ça écarte une certaine. Ben, les plus petites maisons d'édition, ça les écarte quand même d'emblée, là, je trouve. Donc, euh, oui, ben, c'est ça. On essaie d'aller vers des plus petits événements. Puis, on le voit aussi que c'est là où nos livres intéressent le public. Puis, ouais. Mhm. Euh, il y avait peut-être un dernier aspect que j'avais envie de discuter avec vous par rapport à quand on parle d'albums puis de littérature illustrée, justement de comment mm, avoir une posture inclusive à la fois dans le message et dans l'illustration, dans le dessin et tout ça, comment ça s'incarne différemment justement à travers ces deux façons de raconter. Euh, euh, Est-ce que vous avez des idées par rapport à ça? Je pense particulièrement à justement, tu sais, euh, certains, je pense à un album justement, Pas de mots, qui, qui racontait justement tu sais, l'arrivée d'une, la création d'une famille choisie, justement, mais juste à travers les traits des personnages, le fait de mettre un personnage non blanc, par exemple, plutôt qu'un un, un personnage qui ressemble à tout ce qu'on voit toujours dans les livres, comme blanc, jeune, pas handicapé. Euh, donc, qu'est-ce que ça amène comme message? Comment on peut utiliser l'illustration pour changer les choses ou pour dire les choses autrement, dans le fond, si c'est plus clair de cette façon. Je pense qu'effectivement, enfin, comme tu dis, bah, il y a toute la question de mettre des personnages euh, enfin, dont on n'aurait pas forcément deviné par le texte qu'ils sont blancs ou non. Enfin oui, il y a un côté assez simple de représentation finalement voilà, de ces personnages. Et puis je pense aussi que l'illustration, ça peut être aussi un bon vecteur de joie, en fait, enfin, de créer des livres voilà, qui soient Mm. positifs, qui soient joyeux, parce que enfin, souvent, le peu d'histoire, je pense, qu'on a avec des personnages queer, par exemple, enfin, comme tu disais, Sophie, tout à l'heure, ça tourne souvent autour du coming out. Enfin, ça peut être souvent des histoires assez dures, assez tristes, enfin, oui, des espèces de drames, et alors que, enfin, comme je disais au début, nous, ce qu'on veut faire, c'est vraiment des histoires joyeuses pour les enfants, et je pense que ça passe aussi par l'illustration, créer un objet oui, qui apporte de la joie, qui reste enfantin, et voilà, positif pour donner aussi. Euh, oui, ça peut être un bon espace pour célébrer des identités plurielles, et voilà.
du moins qui attire l'œil aussi des enfants ou des gens qui vont acheter les livres. Ouais. Ben, je pense aussi, au-delà de la question de la représentation, il y a aussi ben, les styles d'illustration. Fait que, tu sais, il y a des pratiques artistiques qui sont peut-être moins conventionnelles, qui vont aussi être associées à une certaine prise de risque parce que c'est plus niché, justement, là, comme ben, c'est ça, je pense simplement un livre qu'on a publié dont les illustrations sont brodées. Donc, c'est sûr que comme on voit moins ce type de... ou tout ce qui est un peu... ben, qui sort un peu d'une illustration plus traditionnelle. Puis ça va aussi avec ce que tu disais tantôt, Cyril, de travailler avec des artistes qui sont moins connus aussi, des illustrateuristes qui sont moins connus ou ouais. Oui, ou même apprendre des nouveaux modes de lecture aux jeunes. Tu sais, ça peut passer aussi par là, d'aller lire dans l'image. Sophie, est-ce que tu avais quelque chose à ajouter sur l'illustration? Ben, moi, c'est certain en tant que BDiste en ligne, l'illustration a joué un énorme rôle dans mon travail, dans la manière dont je fais passer des messages. C'est-à-dire que je crois qu'il y a beaucoup de gens, surtout sur les réseaux sociaux, qui vont pas nécessairement lire ce qu'on écrit, mais qui vont s'arrêter sur les illustrations. Et donc, je joue beaucoup là-dessus euh, pour capter l'attention de mon lectorat. Euh, et d'utiliser justement des techniques d'illustration qui vont participer au message. Ça a été au cœur de ma réflexion en tant qu'artiste dans la dernière décennie. Donc, c'est vraiment quelque chose qui occupe mes pensées de euh, comment traduire dans l'illustration justement ces messages-là d'inclusivité et de diversité. Ouais, mais c'est vrai que je pense que, enfin, oui, l'illustration, ça peut être enfin, oui, vraiment hyper attractif. Enfin, je pense qu'il y a tout un enjeu à créer effectivement des beaux objets qui vont attirer les gens. Enfin, je sais que par exemple sur les salons, euh, parfois j'ai des enfants qui vont un peu traîner leurs parents en disant ah regarde les beaux livres machin. Et en fait parfois je pense que enfin j'ai déjà eu des gens qui en ont acheté comme ça. Je pense sans se rendre compte que par exemple je sais pas il y avait deux mamans dans l'histoire etc. Dans ce cas-là moi je dis rien et je les laisse en fait bah, juste prendre le livre enfin, pour ce qu'il est et sans amener le sujet. Et puis je me dis bah voilà ce sera dans les bibliothèques, ce sera lu. Euh, et voilà, ça fait plaisir. Et l'illustration, ça joue vachement là-dessus pour créer voilà, un objet attractif qui plaise et qui attire l'œil. Mhm. Je vois ça souvent, des fois dans les salons grand public. Mes livres sont très colorés, des couleurs très vibrantes, et ça va attirer le regard des plus jeunes qui vont traîner leurs parents et les enfants donc vont feuilleter mes livres et s'intéresser au contenu, alors que les parents, je les vois comprendre petit à petit ce qui se passe sur ma table et je les vois bafouiller pour trouver des raisons pour tirer leur enfant ailleurs. C'est toujours un délice. Est-ce qu'il y avait des questions parmi le public? Il nous reste quelques petites minutes. Sinon, peut-être pour terminer, je vous donnerai une vitrine si vous voulez nous parler d'un de vos derniers livres ou d'un projet actuel. Je pense que ça pourrait être intéressant pour qu'on connaisse un peu ce que la maison ou ce que tu fais, Sophie, en tant qu'artiste en ce moment. Je vais choisir qui commence. Sophie, tu bouges. Tu peux y aller. J'essayais de faire des yeux à Cyril ou Lila pour leur dire allez-y, allez-y. Oui, bon, moi, je publie hebdomadairement ou plusieurs fois par semaine des bandes dessinées sur les réseaux sociaux sous le nom d'Assigné Garçon.
Et comme je l'ai mentionné plus tôt, mon 5e roman est à paraître le 25 octobre. Ça s'intitule En coup de vent, qui est à propos d'une famille d'accueil trans qui accueille une nouvelle membre dans la famille. Et j'ai très hâte de vous montrer ça. J'ai hâte. Du côté de Dandelion? Oui, ben, en fait, notre dernière publication euh, est un livre, est notre premier livre bilingue français-espagnol, donc Le Grand vol de la petite dent de lion. Je pense que c'est vraiment à découvrir. C'est un livre sur une petite graine de pissenlit et son parcours migratoire. Donc, je vous invite à le découvrir si vous ne connaissez pas les éditions Dents de Lion. Puis aussi, bon, parce que on parle beaucoup de bibliodiversité, donc le multilinguisme, c'est quelque chose vers lequel Dents de Lion veut se diriger de plus en plus aussi. Super. Et du côté de On ne compte pas pour du beurre? Du coup, je peux vous présenter une de nos dernières sorties. Ça s'appelle Papita. Je sais pas si on voit, voilà, c'est un album à partir de 5 ans. Et donc, ça parle d'une petite fille qui rencontre Papita. Ah bah, voilà, tu l'as aussi. Donc, c'est Papy qui est devenue Papita. Et donc, en fait, elle rencontre voilà, une nouvelle grand-mère pleine de joie de vivre avec qui elle va à la plage. Euh, et donc, voilà, ça explore vraiment cette relation hyper tendre entre la petite fille et sa grand-mère. Euh, et il y a un petit twist à la fin que je vous laisserai découvrir. Euh, voilà. Super. Donc, merci beaucoup. Vraiment, à vous trois. J'espère que certaines personnes vous auront découvert et bonne continuité. Et merci beaucoup, Babelika, pour l'opportunité de Merci à discuter. vous.